de participants. Merci de votre fidélité. Alors, je rappelle simplement que nous sommes dans le cinquième webinaire de notre série que nous avions commencé à la toute fin du mois de septembre. Je rappelle que vous pouvez retrouver sur les sites à la fois du CNFPT et de ADCF Intercommunalité l'ensemble de ces webinaires. Je rappelle donc que nous avons eu un premier séminaire très généraliste qui nous permettait de comprendre un petit peu les enjeux, les principes de ce fameux zéro artificialisation nette. Séminaire numéro 2, on avait revu ce qu'était le ZAN dans la loi et en quoi il était accompagné par différents dispositifs nationaux et notamment que l'État pilote dans le cadre du plan de relance. En numéro 3, on avait parlé du ZAN et de la nécessité d'observer d'une part la consommation foncière et demain l'artificialisation. Donc on avait dans ce cadre-là parler de l'occupation du sol à grande échelle, souvenez-vous, l'OCSGE, on avait parlé des différents mécanismes d'observation. Nous avons eu après un séminaire numéro 4 qui était dédié à l'approche écologique des sols. Donc nous avions là, avec l'ADEME et avec l'Union des professionnels du génie écologique, regardé quelle était l'importance du sol dans les questions d'aménagement et d'urbanisme. Nous entamons maintenant le cinquième webinaire qui est dédié à la problématique de l'inscription du ZAN dans les documents d'urbanisme au sens large du terme. Et c'est donc on accueille Émilie Bonnet des Rivières qui est la chef du bureau de la planification à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et du paysage, autrement dit la DHUP, de la DGALN qui est la direction générale de l'aménagement de la nature. Enfin bref, voilà, donc qui est une haut fonctionnaire responsable et qui pilote particulièrement ce sujet-là. Et je rappelle, tant qu'on y est, même si nous sommes que dans l'introduction et pas dans la conclusion, qu'il y a donc un dernier webinaire qui a vocation à réfléchir autour de ce que peut être si je puis dire, la nouvelle forme urbaine au sens large. Urbain, c'est pas uniquement une réflexion sur les métropoles, pas du tout, mais quelle nouvelle forme urbaine, quel mode d'aménager et quel mode d'équiper les territoires pour qu'on serve avec les modes plus opérationnels et avec des stratégies assez claires sur ce champ-là, qu'on serve cet objectif de ZAN. Voilà. Et je rappelle juste que c'est une série de webinaires qui a été construite dans un partenariat étroit entre le CNFPT et ADCF Intercommunalité de France. Et que nous avons comme pilote aujourd'hui donc Clémence Caron qui est la responsable des questions d'urbanisme au CNFPT et moi-même si je puis me permettre donc en tant que secrétaire général pour Intercommunalité de France et que l'ensemble des webinaires ont été construits avec deux autres personnes, donc Oriane Sébil qui est une conseillère environnement de la DCF et Elisabeth Offray qui est la référente du pôle environnement du CNFPT. Et c'est d'ailleurs ces deux dernières personnes qui animeront le dernier séminaire. Et aujourd'hui, vous êtes en présence donc de Clémence et moi-même. Voilà pour la petite introduction. Clémence. Aux intervenants, puisqu'il y aura une autre personne qui n'a pas été citée, qui est Stella Guess, qui interviendra dans un deuxième temps, après l'intervention d'Émilie Bonnet des Rivières, puisque aujourd'hui, notre webinaire s'articule de manière un peu différente. Il y aura une présentation, entre guillemets, institutionnelle du cadre législatif, particulièrement la zone sur la planification, et s'en suivra un débat, une discussion, vision des documents d'urbanisme, et nous consacrerons enfin, en toute fin du webinaire, un petit temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation. Nous avons des questions aussi à vous poser, donc nous allons les afficher à l'écran. Tout d'abord, c'est dire-vous que les documents de planification dans votre territoire servent les objectifs de la loi climat et résilience sur une échelle de 1 à 5. 1, c'est-à-dire on est loin de l'esprit, 5, on est en parfaite adéquation, et si vous ne savez pas, il y a l'onglet « Je ne sais pas ». Deux autres questions aussi sur la situation de votre territoire en matière de SCOT et de PLU. Diriez-vous sont-ils en cours d'élaboration, de révision ou d'évolution?
La révision sera-t-elle engagée avant la révision du SRADET ou du SCOT? Aucune intention à ce jour ou vous ne savez pas. Donc, vous êtes invité à répondre à ces petites questions. Pendant que vous y répondez, je vous rappelle que le webinaire est enregistré, qu'il sera disponible sur les communautés du CNFPT et sur la plateforme YouTube, il me semble, de la DCF. Donc ça bouge encore un petit peu. Hop, on va afficher les résultats. Et les commenter également. Est-ce que... Oui. Oh, merci. Alors, on va diffuser que vous puissiez tous les voir et vous situer par rapport aux réponses parce que vous êtes nombreux à avoir répondu à ces questions. Donc, globalement, si vous diriez que les documents de planification répondent aux objectifs de la loi, j'allais dire, vous êtes 37% à avoir répondu 3, donc vous êtes une situation intermédiaire par rapport à l'objectif et l'ambition de la loi. On va dire que vous êtes à mi-chemin, c'est plutôt positif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe. Ben, ce qui est certain, c'est que le degré de maturité des documents d'urbanisme au sujet de la consommation foncière a été un point de discussion assez lourd dans le cadre de la préparation de la loi, à savoir précisément quelles étaient déjà les trajectoires inscrites dans les documents d'urbanisme et quelles étaient les nécessités justement de les considérer. Voilà, donc on y reviendra avec Émilie Bonnet-des-Rivières, enfin, après qu'elle ait pu justement expliquer, et on en parlera notamment aussi avec Stella Gass, mais c'est un point très important et on note quand même tout de suite qu'il n'y a que 10% d'entre vous, et j'ai envie de dire que notre sondage est important quand même, parce que vous êtes très nombreux, il n'y a que 10% qui considèrent que leurs documents sont vraiment très loin de l'esprit de la loi. Voilà. Donc ça, c'est un point important. J'invite Émilie Bonnet-des-Rivières à le considérer. La deuxième question, Clémence? Vous êtes, on peut dire une grosse majorité à avoir dit que vous êtes en cours d'élaboration, de révision ou d'évolution du PLU ou du SCOT. Donc, vous posez peut-être des questions vis-à-vis de l'articulation des objectifs de la loi avec vos procédures en cours. Et le webinaire de ce jour aura pour vocation d'y répondre sur qu'est-ce que vous devez ou non prendre en compte dans cette loi. Je ne sais pas si Philippe, vous voulez rajouter quelque chose avant de laisser la parole à Émilie. Non, mais parce que là, comme ça, on met un tout petit peu la pression à Émilie pour qu'elle soit bien très claire là-dessus. C'est que autant la loi est assez claire sur le mécanisme de cascade que va nous présenter Émilie, c'est-à-dire de la déclinaison du SRADET par le SCOT, la déclinaison du SCOT par le PLU, mais on voit bien qu'entre la cascade théorique et la pratique, ben, on a un gap. Voilà, c'est qu'on a quand même beaucoup de procédures qui sont en cours et on va donc évidemment prêter une attention particulière à ce sujet-là. Bon, merci à vous d'avoir répondu à ces petits sondages qui nous ont permis de nous mettre en bouche. Et sans plus attendre, nous laissons la place à Émilie. Et on va tirer les questions. C'est à vous, Émilie. Merci beaucoup, Clémence. Merci, Philippe, de m'avoir donné ce temps de parole et d'intervention. Donc, effectivement, moi, je suis responsable du bureau de la planification urbaine. C'est un bureau de 9 personnes en charge à la fois des SCOT, des PLU, mais également des questions de qualité urbaine, puisqu'on suit les travaux des architectes au Conseil de l'État, par exemple, et on suit aussi tous les sujets liés au commerce, mais également le géoportail de l'urbanisme. Voilà pour la petite pub du bureau de la planification urbaine. On fait partie de la sous-direction de qualité du cadre de vie. Donc, vous avez dû voir, pour ceux qui étaient présents au webinaire, ce webinaire-là, l'intervention du sous-directeur de la qualité du cadre de vie, Vincent Montrieux, il y a quelques temps. Donc, voilà, donc nous sommes au 5e webinaire sur le thème de la loi climat. Ça me paraît important de vous rappeler tout d'abord les grands principes des objectifs. C'est jamais inutile, je pense, d'enfoncer un petit peu le clou, même si je pense que ça vous a déjà été présenté. Et puis de faire évidemment un focus un peu plus approfondi après sur la mise en œuvre dans les documents d'urbanisme.
Donc, ce qu'on peut dire en introduction, ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, et j'ai bien conscience, Philippe, que les documents de planification et d'urbanisme ont déjà, et depuis la loi Grenelle 2, donc ça fait plus de 10 ans, des objectifs, l'obligation de fixer des objectifs de réduction de la consommation d'espace. Désolée, voilà. Donc, effectivement, on voit bien que cette question de la consommation d'espace est déjà appréhendée pleinement sur les territoires. Ce qui est un vrai changement de paradigme, par contre, c'est vraiment d'avoir introduit dans les principes généraux du Code de l'urbanisme cette nouvelle notion d'artificialisation des sols et cette trajectoire qui est une avancée importante. Ça va constituer un point de référence pour l'ensemble des documents de planification et d'urbanisme, point de référence qui aujourd'hui n'était pas fixé pour la lutte contre la consommation d'espace, mais aussi pour la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc ce changement de paradigme s'appuie pour les 10 ans à venir sur une méthode qui est déjà éprouvée, puisque dans la plupart des territoires, on est déjà assez aguerri sur la façon de mesurer la consommation d'espace. Et on verra tout à l'heure qu'un panel d'outils en faveur de la qualité urbaine et de la prise en compte de la biodiversité sont déjà déployés, existants, et qu'ils ont été précisés et renforcés par la loi. Voilà, donc simplement pour vous rappeler les grands principes, peut-être par un schéma, donc la diapositive suivante rappelle les grands principes. Vous pouvez faire défiler le PowerPoint, j'ai les petites flèches en bas. Vous avez la main. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, comme je disais, on change de paradigme avec l'artificialisation des sols, avec cette fixation d'une trajectoire de zéro artificialisation nette en 2050. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, il y a deux volets. Il y a une définition de l'artificialisation des sols en deux volets. On définit d'abord dans la loi le processus même physique d'artificialisation qui peut s'appliquer, qui n'est pas applicable forcément qu'à l'échelle de la planif, mais qui s'applique aussi à l'échelle des projets. Et puis on définit aussi le bilan du zéro artificialisation nette qui correspond à un calcul du solde entre les flux de sol artificialisés et de sol désartificialisé. Donc ça, c'est à l'échelle des documents de planification et d'urbanisme, et un décret va venir préciser toute cette nomenclature et la manière dont on considère un sol artificialisé ou non artificialisé. Donc on passe de la notion de consommation d'espace, d'étalement urbain, qui est une notion très importante et qu'il ne faut pas qu'on perde de vue de toute façon, puisque il faut qu'on poursuive la mesure de ces deux notions parallèles. Donc on passe d'une logique plutôt deux dimensions, avec une approche et une entrée sur l'évolution de l'occupation des sols, notamment par les zonages, de manière assez quantitative, à une logique plutôt trois dimensions, avec la mesure de l'atteinte à l'ensemble des fonctionnalités écosystémiques dans les projets, mais aussi dans la planification, donc avec cette notion un peu multifactorielle de l'artificialisation, multi-acteurs, beaucoup plus transversale, et qui va être exprimé de manière à la fois quantitative mais aussi qualitative, on verra, et notamment dans le milieu urbain. Donc la dimension qualitative est mise en exergue par un certain nombre d'outils. De même, dans la planification urbaine, on parlera de séquences éviter, réduire, compenser, qui est indispensable à la mise en œuvre de tout le dispositif. Donc on peut, c'est moi qui peux dérouler, d'accord. Donc pour rappeler les grands principes très rapidement, la déclinaison de cette trajectoire en objectif de réduction s'effectuera par étapes, de manière progressive. Donc selon le même principe général pour les documents régionaux que pour les SCOT et les PLU, avec une intégration des objectifs au plus tard dans 5 ans pour les SCOT au niveau du projet d'aménagement stratégique et du PADD pour les SCOT encore ancienne version avant l'ordonnance, et dans 6 ans pour les PLU dans leur PADD, dans leur projet d'aménagement et de développement durable. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que cette première étape
consiste non pas directement à atteindre un objectif de réduction de l'artificialisation, mais un objectif intermédiaire de réduction de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers d'ici 2031. Donc pour une première tranche de 10 ans, puisque l'objectif ZAN en 2050 s'organise par tranche de 10 ans. Donc le SRADET d'abord, les SAR, les PADUC et le SDRIF au niveau de l'Île-de-France auront à être modifiés s'ils ne sont pas déjà conformes pour intégrer la trajectoire zéro artificialisation nette et des objectifs par tranche de 10 ans. Et seul le SRADET a un objectif de moins 50% et une obligation de territorialiser cet objectif par grande partie du territoire régional. On a aussi la conférence des SCOT, donc on a un changement de méthode aussi qui est opéré avec l'intervention de la conférence des SCOT, on en parlera après, mais dans l'immédiat, donc vous voyez cette déclinaison à partir des documents de planification régionaux pour ensuite une intégration des objectifs par tranche dans les SCOT, avec la possibilité de territorialiser aussi par secteur géographique dans les SCOT. Donc si le schéma régional, si les schémas régionaux n'ont pas été modifiés, c'est directement dans les SCOT, puis éventuellement l'absence de SCOT dans les PLU que l'objectif de 50% sera intégré par rapport au bilan passé 2011-2021. Émilie, voilà, dans les Émilie, oui, est-ce qu'on peut faire une petite pause parce qu'apparemment il y a un problème de micro, tout le monde ne vous entend pas de manière correcte. Julien, si tu peux prendre la parole Oui, pour oui, merci. Est-ce que vous pourriez... C'est reparti. Voilà, donc comme je le disais, et ce qui me paraît assez important à souligner, c'est que la première étape consiste à atteindre un objectif intermédiaire de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, donc pour une première tranche de 10 ans. Cet objectif intermédiaire permettra donc de prendre appui sur les méthodes de calcul et de projection qui sont déjà connues, approuvées sur les territoires, afin de laisser le temps de l'appropriation de la notion même d'artificialisation des sols et de laisser également le temps au développement des outils d'observation nécessaires à la mesure fine de cette artificialisation des sols. Voilà. Donc, pour ces grands principes, donc à bien noter qu'il y a aussi important de parler que le SCOT donc, est au cœur un peu de la déclinaison aussi de ce dispositif, hein, puisque les SCOT, le législateur a réaffirmé cela avec le rôle central des SCOT dans la mise en œuvre. Et vous savez que les SCOT d'un même ressort régional devront se constituer en conférence des SCOT pour faire des propositions aux régions dans le cadre de la territorialisation des objectifs régionaux. Donc selon un principe bottom-up qui permettra de tenir compte des besoins identifiés sur les territoires, des efforts déjà consentis dans le sens de l'atteinte d'un équilibre interterritorial. Donc le délai est très contraint, mais effectivement il y a cette volonté de changer un petit peu de méthode, chaque échelon territorial devant s'attacher à communiquer davantage dans un esprit plutôt de co-construction que dans un esprit de construction en silos successifs. Voilà, donc dans ce cadre-là, évidemment, la réflexion doit démarrer dès maintenant, mais je crois que ça a déjà bien démarré sur les territoires. Je pense que Stella Gass en parlera tout à l'heure. Ce qui est entendu, donc la première tranche s'appuie sur une définition de la consommation d'espace naturel, agricole et forestier, qui n'est pas aujourd'hui pleinement définie dans le Code de l'urbanisme, mais qui existe depuis longtemps et qui est quand même mise en œuvre, et donc qui a été précisée à l'occasion de cette loi. Donc c'est une notion bien distincte de celle de l'artificialisation. Il s'agit bien de mesurer l'extension réellement observée de la tâche urbaine, de l'enveloppe urbaine, sur des espaces initialement vierges à caractère agricole, naturel et forestier, et ceci indépendamment des zonages du plus. Donc c'est vraiment la consommation effective, réellement observée. Donc je vais passer à la diapositive suivante. Voilà, donc tout à l'heure, on évoquait le changement de paradigme et maintenant, voilà, on y est. Donc, comment faire? Comment atteindre le ZAN de façon concrète? C'est un peu l'objectif
la quadrature du cercle, comme on dirait. Donc effectivement, on voit qu'il existe déjà un panel d'outils. L'idée, donc, c'est quand même de changer aussi la façon d'appréhender le modèle urbain, hein, dans un sens d'intensification des usages, mais aussi de recyclage. Hein. Vous voyez le petit schéma sur l'urbanisme circulaire que je trouve assez pas mal, puisqu'il illustrant bien tout ce dispositif. Ce n'est pas uniquement un dispositif quantitatif, chiffré, avec des histoires de réduction de 50%, etc. C'est aussi tout un ensemble, un panel de mesures en faveur de l'intensification urbaine, la densification acceptable et vivable, en faveur également de la nature en ville et de la préservation de la biodiversité, notamment en milieu urbain, mais pas que, et puis en faveur d'un nouveau modèle d'aménagement, éventuellement périphérie, et on verra aussi tout à l'heure que la question des zones commerciales est aussi une question très importante dans cette loi, on en parlera. Voilà, donc pour les SCOT, l'évolution, elle se passe au niveau du projet d'aménagement stratégique et du PADD pour les SCOT qui sont encore avec un PADD, et du document d'orientation et d'objectifs, deux articles donc, qui ont été modifiés, donc avec une définition des objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon 20 ans qui reste valable dans la nouvelle version du PASS. Tout ça, c'est inchangé. Hein. Il est toujours question d'assurer l'équilibre et la complémentarité des polarités urbaines et rurales, d'assurer une gestion économe de l'espace et de limiter l'artificialisation des sols. D'ailleurs, cette notion avait déjà été ajoutée au moment de l'ordonnance Scott. Et ce qui est modifié avec la loi, donc ce qu'on ajoute, c'est la fixation d'un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation par tranche de 10 années. Donc, objectif qui est d'application immédiate pour les procédures en cours. Pour le document d'orientation et d'objectifs, donc l'article L141.8 a été pas mal refondu. Initialement, donc, il donnait la possibilité de subordonner par les SCOT l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau à l'utilisation prioritaire des friches, des zones déjà ouvertes à l'urbanisation et à la réalisation d'une étude de densification. Et maintenant, il donne la possibilité pour réaliser les objectifs de réduction du rythme d'artificialisation, de décliner ces objectifs par secteur géographique en tenant compte à la fois des besoins en logement, en lien avec la dynamique démographique, les besoins en développement économique et pour l'implantation des activités économiques, mais aussi du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés ou à urbaniser. Et il y a un point très important qui est vraiment un pierre angulaire aussi de cet article, c'est qu'on met l'accent sur la nécessité d'équilibre et de diversité entre les territoires urbains et ruraux. On met l'accent vraiment sur le fait de prendre en compte les stratégies et les besoins liés au développement rural. Ensuite, il est tenu compte aussi des efforts de réduction qui ont déjà été réalisés dans les territoires, pour les territoires les plus vertueux, donc sur les 20 dernières années. Et je passe sur les projets, puisque les projets finalement ne contraignent pas le SCOT, mais sont plutôt à lister finalement et à définir au niveau régional, pour être décomptés des objectifs. Sur le PLU, donc un panel d'outils complémentaires ont été ajoutés par rapport à cette déclinaison d'objectifs. Donc, un premier panel d'outils concerne les mesures en faveur de la densification. Donc, effectivement, cette densification est encouragée. Hein. Toutes ces mesures complémentaires, en fait, ce que je voudrais vous préciser, c'est que ça permet de coupler justement l'approche quantitative des objectifs avec une approche des objectifs chiffrés, avec une approche plus qualitative, plus fine à l'échelle de la commune et de l'intercommunalité pour aller à terme vers la trajectoire
zéro artificialisation nette. Donc finalement, on est déjà un peu dans la lutte contre l'artificialisation, même si dans un premier temps et pendant 10 ans, on fixe des objectifs de réduction de la consommation des espaces. Avec tous ces outils complémentaires, on réfléchit déjà à l'artificialisation des sols finalement, y compris en milieu urbain. Voilà, donc la densification est encouragée par le fait de conditionner l'ouverture à l'urbanisation à une étude du potentiel de densification des zones déjà urbanisées. On a des conditions similaires pour les PLU et pour les cartes communales. Il faut donc justifier que la capacité d'aménager est déjà mobilisée avant d'ouvrir une zone à l'urbanisation. Donc ça rejoint, ça demande une analyse des locaux vacants, des friches, des dents creuses, et je pense que ces études sont déjà réalisées dans un bon nombre de territoires, donc on a déjà pas mal d'exemples et de retours d'expérience. Ensuite, il sera obligatoire de prévoir par ailleurs un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser dans le PLU et d'harmoniser, on a prévu aussi que soit harmonisé l'échéance du bilan du PLU avec celle du SCOT et du PLH. Donc le bilan du PLU était à 9 ans, il passe à 6 ans. De la même manière, donc il y a une réduction, la loi prévoit une réduction du délai pour l'ouverture d'une zone AU, d'une zone de AU qui nécessite une révision du PLU. Et donc ça réinterrogera au moment de cette révision la stratégie d'urbanisation à la lumière des nouvelles dispositions de la loi. Donc on passe de 9 à 6 ans. Sauf si on a eu des acquisitions foncières, donc il y a toujours l'exception en cas d'acquisition foncière. Mais cette mesure s'appliquera, alors les mesures études de densification, échéanciers sont d'application immédiate. La mesure de réduction du délai pour les zones de AU, elle s'appliquera pour les PLU approuvés après le 1er janvier 2018. Donc ce qui laisse au PLU prescrit, approuvé avant le 1er janvier 2018, encore 6 ans après la loi pour maintenir ces zones. Après, on a des mesures complémentaires en faveur de la densification, comme la possibilité d'inscrire une densité minimale de construction dans les ZAC. On a aussi l'extension de certaines dérogations aux règles du PLU dans les périmètres de grandes opérations d'urbanisme ou dans les centres-villes des opérations de revitalisation des territoires. Et il y a une mesure d'assouplissement pour les projets réalisés dans les friches qui pourront bénéficier d'un bonus de constructibilité pour favoriser l'équilibre économique des projets dans les friches. Ça ne concerne pas directement les PLU puisque ce sont des dérogations, mais ça me paraissait important d'en parler. Voilà, donc quand on parle de densité, c'est vrai qu'il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin de pédagogie, de sortir un petit peu des idées reçues. Je vous ai mis un petit schéma, je pense que vous le connaissez, que peut-être vous l'utilisez déjà, mais on voit bien qu'il existe souvent un écart entre la densité telle qu'elle est perçue et la densité effective. Donc le schéma illustre que des formes urbaines très différentes, finalement, ont une densité équivalente. Là, on est sur du 76 logements à l'hectare, donc on ne parle pas forcément de casser complètement le modèle de pavillon, le modèle d'habitat individuel, puisqu'on sait que ça fait partie aussi de ce dont on a envie en tant que citoyen. Voilà, donc on voit que l'habitat individuel peut avoir une densité aussi importante qu'un immeuble de grande hauteur. Voilà, sur une même parcelle, un immeuble de grande hauteur, des maisons mitoyennes ou des petits collectifs avec un espace végétalisé en cœur d'îlot ont la même densité. Donc on sent qu'il y a besoin d'accompagner sur cette notion-là. Il y a eu beaucoup d'actions sur les territoires pour essayer de faire de la pédagogie sur la densité. Je pense qu'il faut continuer parce que c'est là aussi qu'on va porter le changement de modèle. Ensuite, donc, une série de mesures qui finalement renforcent tous les outils déjà existants dans les SCOT et les PLU en faveur de la biodiversité, du maintien des continuités écologiques. Avec une mesure un peu nouvelle, c'est le fait de devoir identifier des zones préférentielles pour la renaturation dans les SCOT et dans les OAP au niveau des PLU. Donc, qui permet cette approche, je disais, qualitative et d'initier aussi la réflexion sur
la compensation des sols artificialisés et la désartificialisation. Donc, ça permettra d'avoir une réflexion à l'échelle des grands territoires, enfin, des intercommunalités et voire au-delà, pour se demander, dans une logique de préservation de la trame verte et bleue des continuités écologiques, où il est préférable éventuellement de désartificialiser. Voilà. Donc, les mesures de compensation environnementale, il est prévu qu'elles soient développées en priorité d'ailleurs sur ces zones. Donc, ces zones ont vraiment une importance. Les opérations, les orientations d'aménagement et de programmation dans les PLU devront maintenant obligatoirement définir les actions et opérations nécessaires à la mise en valeur des continuités écologiques et à la protection des franges urbaines et rurales. Donc ça, c'est de façon facultative pour les franges, mais il y a cette nouvelle notion de protection des franges, puisque ce sont des espaces parfois peu qualitatifs. Voilà, c'est un affichage d'une reconnaissance de ces zones de franges, du fait qu'il faille les traiter et faire quelque chose au moment de la planif sur ces zones-là, ce qui est d'ailleurs déjà fait dans pas mal d'exemples, mais voilà, donc il y a un affichage clair sur ce sujet-là. Ensuite, sur les coefficients de pleine terre et de biotope qui sont déjà utilisés, ils sont rendus obligatoires dans les agglomérations urbaines importantes, donc dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et les communes de plus de 15 000 habitants. Il y a un bonus de constructibilité aussi qui est prévu de 15% pour les projets qui créeraient des espaces extérieurs type balcon. Voilà, donc un ensemble d'outils à l'usage du PLU qui pourront, un ensemble d'outils qui sont déjà mobilisés, qui sont renforcés, et donc la loi met l'accent sur ces outils pour mobiliser dès maintenant des mesures en faveur de la nature en ville qui permettront également d'intégrer l'artificialisation des sols. Je vous ai mis un petit schéma, c'est un peu brouillon, mais c'est un schéma qui est issu d'un webinaire qui avait eu lieu sur le projet MUSE. Le projet MUSE, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'intégration de la multifonctionnalité des sols dans les documents d'urbanisme. Effectivement, donc ce changement de paradigme induit par l'évolution de la définition de l'artificialisation nécessite de passer d'une vision foncière du sol à une vision de la ressource en 3 dimensions, et avec la nécessité de relier l'occupation et l'usage des sols avec leurs fonctions et les services qu'ils rendent. Et on voit bien qu'il y a un besoin de caractériser, de prendre en compte ces fonctions à toutes les échelles de l'aménagement, pas uniquement évidemment la planification, mais aussi les projets, et qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de méthode partagée, de caractérisation, d'indicateurs associés, voilà, et qui effectivement peut vous inquiéter, voilà, mais tout ça, on a un petit peu le temps pour développer tout ça, puisque voilà, pendant ces 10 ans, on sera encore sur la consommation d'espace. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, je crois que j'ai quand même pas mal occupé j'ai dépassé mon temps, je crois, Clémence. Ouais. Émilie, vos explications sont suffisamment importantes pour que vous preniez le temps qu'il faut. Je ne sais pas si vous considérez avoir fini, c'est beau, mais si c'est pas fini, on prend le temps nécessaire pour finir. Je crois que c'est suffisamment important. D'accord, très bien. Alors, je continue. Alors, je vais essayer d'accélérer par contre. Là, j'ai détaillé sur cette diapositive les mesures relatives aux orientations d'aménagement et de programmation. C'est un sujet pas très nouveau, mais je pense pas encore complètement appréhendé peut-être sur le territoire. Enfin, cet outil est surtout pas encore complètement appréhendé au niveau des instructeurs du droit du sol. Donc, il faudra, nous, qu'on mène un travail là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est un outil très intéressant, l'OAP, beaucoup plus souple que les règles du PLU, qui permettent d'avoir une approche plus qualitative, mais qui n'est pas forcément complètement appréhendé au moment de l'autorisation d'urbanisme, puisque c'est un outil assez nouveau malgré tout, mais qui permet justement d'aller dans le qualitatif. Voilà, donc je vous ai rappelé les principales mesures, comment ça s'intègre dans le code de l'urbanisme, et vous pourrez avoir cette diapositive en mémoire. Je ne vais pas la commenter en détail, mais vous l'aurez pour la suite. Voilà, je fais un petit focus voilà, sur le moratoire commercial, les dispositions qui ont introduit un principe général d'interdiction des surfaces commerciales de plus de 10 000 m².
Effectivement, le foncier devenant de plus en plus rare, le recyclage des friches commerciales, la requalification de ces espaces va devenir un véritable enjeu. On le voit déjà sur certains exemples, notamment dans le cadre de l'appel à projet Repenser la périphérie commerciale. On a l'exemple de Montigny, les Cormeilles notamment. On voit bien que il y a un vrai enjeu de mixité fonctionnelle, notamment sur certaines des zones, bon, évidemment avec une approche en matière de qualité urbaine. Il faut que ce soit des zones qui soient en continuité du tissu existant, qui s'harmonisent, enfin, qui soient bien connectées au type d'urbanisation à côté duquel elles se trouvent. Et qu'elles répondent évidemment aux besoins du territoire. Mais on voit déjà poindre un vrai enjeu sur ces zones. Donc l'idée de départ du législateur, c'était de n'autoriser en dessous de 10 000 m² que les projets dits vraiment vertueux, c'est-à-dire d'avoir une interdiction de principe au-dessus de 10 000 et en dessous de 10 000, d'avoir une dérogation exceptionnelle pour des projets dits vertueux, donc qui se trouveraient en continuité, qui s'intégreraient harmonieusement dans le tissu existant, et qui présenterait une qualité urbaine offrant une mixité de fonctions et de services avec une accessibilité en transport, des circulations en mode doux facilité. Donc on aura un décret qui viendra préciser, qui viendra cadrer un peu la mesure. En dessous de 1000 m², l'article ne s'applique pas, puisque l'autorisation d'exploitation commerciale présente un seuil de 1000 m². Donc entre 1000 et 10 000 m², certains projets pourront être acceptés sous condition. Au-delà de 10 000, c'est une interdiction. Et entre 3 000 et 10 000, les dérogations ne pourront être accordées qu'après avis conforme du représentant de l'État. Voilà, il y a aussi la possibilité étendue, l'article 216 a étendu la possibilité donnée au maire et au président de l'EPCI de saisir la CDAC sur des projets compris entre 300 et 1000, donc en dessous du seuil de l'autorisation d'exploitation commerciale, pour les projets qui engendreraient une artificialisation des sols. Voilà, donc l'application de ces nouvelles dispositions combinées aux procédures existantes, notamment la réalisation de l'étude d'impact qui a été introduite par la loi Elan, doit conduire à terme à limiter le plus possible les nouveaux projets commerciaux en extension urbaine pour favoriser la réutilisation des friches disponibles. On a pour le SCOT, c'est important de terminer peut-être là-dessus, l'article 219 crée un document d'aménagement artisanal, commercial et logistique. Ce pauvre document d'aménagement commercial a subi de nombreuses hésitations législatives. Il a été rendu obligatoire puis facultatif, supprimé par la loi Allure. Finalement, il est à nouveau obligatoire par la loi Elan. L'ordonnance SCOT n'a pas touché, mais là, voilà, on ajoute ce volet logistique qui rend obligatoire la détermination des conditions d'implantation, des constructions logistiques également, alors que c'était une faculté du SCOT. Voilà, il y a eu de nombreuses discussions dans le cadre de la loi sur la question du e-commerce. Et donc, c'est une manière aussi de rééquilibrer une mesure qui touche uniquement l'urbanisme commercial, la mesure précédente, avec cette mesure qui tient compte aussi des entrepôts logistiques. Voilà. Alors, simplement, là, il y avait un schéma, mais qui a dû disparaître en dessous du... la flèche a disparu en dessous de... Je ne sais pas si c'est possible de la remettre. Je n'ai pas la main, en fait. Non. Pas où ça a dû bouger. Ouais, voilà. Donc là, vous ne voyez pas l'essentiel. En fait, tout est caché. Il y a une flèche en dessous c'est une flèche de temps qui montre les différentes étapes d'élaboration du PLU et l'appréhension de la réduction de la consommation d'espace au long de ces étapes. Mais ce que je propose, c'est peut-être après, dans les questions, si jamais il y a besoin de revenir à ce diagramme, on pourrait y revenir. Mais je vais le passer. L'idée, c'était de montrer qu'à toutes les phases de l'élaboration du PLU, l'État, un peu main dans la main avec la collectivité, puisqu'on a ce rôle d'accompagnement, on est personnes publiques associées, on doit faire apporter de connaissances,
Maintenant, une note d'enjeu. Donc, l'idée, c'est quand même d'être en accompagnement. L'idée, c'est pas d'être censeur à la fin, mais d'avoir pu, tout au long du processus, vous donner, avec les moyens évidemment qui sont les nôtres, toutes les bonnes... mettre à disposition donc, toutes les clés et les outils de lecture sur la consommation d'espace et les enjeux associés pour le démarrage du PLU. Et en phase projet, on est là aussi pour s'assurer de la viabilité du projet en matière de consommation d'espace. Voilà, l'idée d'un PLU, d'une élaboration de PLU réussie, c'est que l'État et la collectivité aient pu discuter en amont, ajuster s'il le faut et s'entendre et converger sur des objectifs partagés. Puisque l'idée dans tout ça, c'est l'intérêt général et l'intérêt des concitoyens et l'intérêt des générations futures. Donc voilà, personne n'est là pour embêter l'autre. On est plutôt là pour essayer de travailler ensemble dans les meilleures conditions et dès l'amont. Donc là-dessus, c'est un message qu'on passe vraiment à nos services déconcentrés. Hein. C'est le rôle, la posture d'accompagnement de personnes publiques associées, c'est vraiment la bonne posture et vraiment un PLU qui arriverait sur un avis négatif, ça veut dire qu'on n'a pas réussi forcément l'exercice. Voilà. C'est pas non plus ce qu'on souhaite nous et c'est pas la bonne méthode. Voilà. Donc pour terminer, il y a un ensemble d'outils qui sont mis à disposition sur le portail national de l'artificialisation des sols. On a déjà dû vous en parler peut-être dans les webinaires précédents. Aujourd'hui, pour la mesure de la consommation d'espace, ce portail doit déjà être utilisé puisqu'on a les fichiers fonciers issus des données fiscales qui ne représentent que les données des parcelles cadastrées. Donc, sur le portail, le CEREMA a fait des correctifs pour intégrer aussi les infrastructures, enfin, certains objets non cadastrés, mais pour l'instant, ça a ses limites. Et puis, l'occupation du sol à grande échelle, donc, qui est en train d'être développée, qui sera opérationnelle en 2024, qui est développée par l'IGN, avec l'appui de la DGLN. Vous avez aussi le géoportail de l'urbanisme, le mode d'occupation des sols dans certaines régions. Donc voilà, un ensemble d'outils qui permet et qui est encore en développement pour la mesure de la consommation d'espace, mais aussi plus tard pour la mesure de l'artificialisation des sols. Donc le prototypage de l'outil d'observation est en cours sur un certain nombre de territoires. En mars, ça a déjà été vu, je pense, hein, donc je vais passer vite. Voilà, c'est ça. Tout ça a été plutôt vu. Même pour ceux qui n'ont pas assisté, non, parce que je vois qu'il est déjà 45. Oui, d'accord. Donc voilà, vous avez le guide également sur le portail. Voilà, merci. Désolée d'avoir été un peu trop longue. Non, mais voilà. Je vous en prie, restez avec nous, Émilie. Stella, si tu peux nous rejoindre, c'est tout aussi bien. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Alors déjà, ce qu'on peut dire à tout le monde, c'est qu'on est au début d'un processus et il n'y a pas à avoir une inquiétude majeure absolue. Les choses vont un peu se décanter au fur et à mesure. Je pense qu'il faudra aussi refaire des séries de décryptage beaucoup plus fins quand les décrets vont arriver. Ces décrets ne vont pas non plus trop tarder. D'accord. Sur le décret, on peut dire dans 1 mois, 2 mois, on y voit clair, Émilie, non? Alors, ça dépend quel décret. Hein. Il y a plusieurs décrets. Donc, effectivement, sur le décret conférence des spots, ça devrait normalement déboucher même avant, oui, à la fin, je dirais la fin du mois. Ah, il y a urgence. Pardon? Voilà. Oui, sur l'occurrence, il y a urgence. Voilà, là, il y a urgence. Bon, voilà, c'était soit un décret, soit une note d'information, mais il a été opté pour un décret. Sur l'artificialisation des sols, oui, la plupart des décrets, c'est fin d'année, voire février 2022. Quoi. Le temps de la concertation. Donc, on rappelle. On rappelle sous votre contrôle, Émilie, que nous avons un décret qui va préciser ce que doit faire le SRADET et les méthodes de territorialisation qui sont attendues. On a un décret qui doit bien définir ce qu'est l'artificialisation au regard justement des modes d'occupation des sols. Et on a un décret qui va venir préciser aussi, j'ai pas l'impression qu'on en ait parlé tout à l'heure, qui va venir préciser les obligations de bilan
Oui, à réaliser par les autorités compétentes en matière de PLU, notamment sur l'artificialisation. On est oui, d'accord, ce sont essentiellement ceux-là qu'on attend. oui, oui. Ok. Et ça a dû vous être Je, rappelé lors du dernier webinaire sur le sujet, je pense. bon, il y a énormément de questions dans le fil de questions. Je ne sais pas, j'en pose juste une ou deux et après on laisse Stella réagir tout de suite. Bien, allez, le temps est compté. Il va falloir y Philippe, répondre ça aux vous questions. inspire? Stella, qu'est-ce que Stella. Alors, déjà, merci Émilie pour avoir présenté de manière plutôt simple et pédagogique un sujet qui est loin de l'être et qui, comme on le voit dans le fil de discussion, pose beaucoup de questions opérationnelles de mise en œuvre sur le terrain. Moi, il y a peut-être juste une précision. Alors, ça va évidemment être compliqué parce qu'on demande aux élus du bloc local de monter une marche très haute et très rapidement. Et autant sur la gestion économique du foncier, pour certains territoires, on a déjà une expérience dans le domaine. Sur la question de l'artificialisation, on voit qu'il y a beaucoup de choses à construire, des solutions à trouver, une coopération entre acteurs à construire. Et donc, on a vraiment énormément de choses à faire pour être opérationnel, tout en sachant qu'à la fois dans le SRADET et dans les SCOT qui sont sur 20 ans, on doit traiter de sujets en réalité au regard du délai des documents. Donc très vite, il va falloir qu'on se mette en ordre de bataille. Et peut-être une précision, c'est que le décret qui est en cours sur l'artificialisation, si j'ai bien compris nos échanges de la semaine dernière, il concerne en fait les 10 prochaines années. Et que effectivement là sur les 10 premières, on est sur la gestion économique du foncier et que donc on aura deux approches en parallèle à traiter et à construire dans notre esprit. Voilà ce sur quoi j'avais. Et puis peut-être, Émilie, si une question, peut-être, c'est sur les territoires aujourd'hui qui sont traités de manière un peu différente, Île-de-France, Outre-mer, Corse. Moi, j'ai des collègues qui s'interrogent de savoir comment ça va s'appliquer puisqu'ils sont concernés par une trajectoire et pas par les objectifs de -50. Et du coup, ils s'interrogent de savoir les documents à l'aval, est-ce que ils auront cet objectif de -50 directement ou est-ce que ils s'inscrivent comme les documents de rang supérieur uniquement sur une trajectoire. Voilà, ça c'est peut-être sur les spécificités un peu qui sont ressorties de nos derniers échanges, des sujets de fond qu'on pourrait traiter. Merci. Ok. Sur le schéma directeur de la région Île-de-France, c'est assez particulier parce que c'est un schéma qui est déjà très prescriptif, qui s'applique déjà au SCOT et au PLU dans un principe très prescriptif, avec des zones préférentielles d'urbanisation, de densification. C'est une région qui a une consommation d'hectares par habitant qui est très faible par rapport à d'autres régions, donc c'est vraiment un cas très particulier, avec des objectifs logement par ailleurs très conséquents. Donc voilà, ce cas-là, finalement, il est déjà réglé puisque il y a un lien de compatibilité qui, du fait du côté prescriptif du DRIF qui vaut aussi SCOT, fait que les territoires seront de toute façon assez contraints. Donc il n'y aura pas cette obligation de 50% puisqu'on aura un document qui va devoir se mettre en conformité d'ailleurs avec la loi et qu'il n'y a pas l'objectif de 50% dans ce DRIF SAR-PADUC, mais pour le DRIF en tout cas, il y a ce côté prescriptif qui finalement le met un peu en dehors pour d'autres documents de planification régionale. Pour les SAR et les PADUC, je ne ferai pas pour mes collègues. Voilà, c'est une question. Est-ce que l'on peut peut-être aborder davantage le sujet du calendrier et rebondir sur la question première qui était la nôtre, qui nous a bien laissé voir que, les questions qu'on avait posées en entrée de ce webinaire, et on voit bien que beaucoup de procédures sont en cours. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir au moins un message à adresser aux procédures en cours au regard des obligations et de l'évolution des outils qu'opère la loi?
Alors, c'est un sujet, je vous l'accorde, je vous le dis en toute transparence, c'est un sujet compliqué parce qu'effectivement, il y a des mesures dans la loi qui sont d'application immédiate, donc l'application immédiate, y compris pour les procédures en cours, puisque d'un point de vue purement juridique, par exemple, un PLU ou un SCOT arrêté, ce n'est pas une situation juridiquement constituée. Ce qu'on appelle une situation juridiquement constituée, ça signifie que en toute logique, même un SCOT ou un PLU arrêté devrait, par exemple, pour un PLU, intégrer l'étude de densification avant d'être approuvé, s'il a été arrêté après le 22 août 2021. Parce que pour tous les documents, voilà, donc s'il a été arrêté après le 22 août 2021, donc évidemment, il y a un certain nombre dans le grand 2 de l'article 194 qui concerne l'étude de densification, mais aussi dans les articles suivants qui concernent les OAP, etc. pour les PLU, et y compris l'article S141.3, il n'y a pas de mesures transitoires, donc c'est des mesures d'application immédiate. Ça signifie que il y a des mesures transitoires qui sont prévues pour la déclinaison des objectifs aux différentes échelles, SRADET, SCOT, PLU. Donc là, tant que le SRADET n'a pas fixé des objectifs ni territorialisé, les SCOT n'ont pas intégré ces objectifs. Ils auront à le faire dans un délai de 5 ans pour les SCOT et de 6 ans pour les PLU après que les SRADET les aient intégrés. Mais il y a un certain nombre de dispositions qui s'appliquent de manière immédiate. Et effectivement, soit il faut faire le choix de différer l'approbation pour intégrer tout en même temps, soit si vraiment il y a une urgence à approuver le document, ce qui peut être compréhensible dans les zones où, par exemple, il peut être au RNU, il y a un investissement pendant 5-6 ans pour élaborer un document. On peut comprendre que l'approbation est urgente. Et donc, dans ce cas-là, il faudra intégrer, si ça n'a pas déjà été fait dans le document, une étude de densification et puis une OAP travers T2 si toutefois ça n'a pas été fait dans le document. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, hein, c'est pour les procédures en cours. Non, mais ce webinaire, de toute façon, illustre bien le fait qu'il va falloir très très vite remettre une seconde couche et puis qu'on soit dans l'explicitation beaucoup plus technique. Moi, je comprends pas bien, cependant. Autant on voit que la loi est d'application immédiate, donc comme vous venez de le dire, pour intégrer notamment cette obligation d'étude du potentiel de densification, mais pour ce qui est du calcul de la consommation, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est-à-dire, en gros, est-ce que j'ai une obligation chiffrée de réduction de ma consommation alors que mon PLU est presque en cours d'achèvement aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire sur le champ comptable de la consommation foncière? Alors, sur ce champ-là, donc c'est le champ qui entre dans les mesures transitoires de la loi. C'est ça. Voilà, pour lesquels les documents ont un délai mise en œuvre, délai qui se décline entre le SRADET, le SCOT et les PLU. Le SRADET à 2 ans, le SCOT 5 ans et le PLU 6 ans. Voilà, si le SRADET, par exemple, est défaillant, au bout de 2 ans, si le SRADET n'a pas intégré les objectifs, effectivement, ça va être au SCOT et au PLU de les intégrer, d'intégrer directement les objectifs de moins 50% avant 2026 pour les SCOT et 2027 pour les PLU. Sur cet objectif-là, effectivement, il y a un délai qui est prévu dans les mesures transitoires de la loi. Bon. Alors, en fait, l'échéancier d'ouverture à l'urbanisation est effectivement fait pour faire un phasage entre les zones 1AU et 2AU. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce phasage, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir une zone 2AU avant d'avoir urbanisé toutes les zones 1AU. Donc, c'est pour finalement prévoir un phasage avec les zones 1AU qui seraient à urbaniser en priorité avant d'ouvrir toute zone 2AU. Donc oui, ça concerne toutes les zones AU du territoire. On a par ailleurs, Émilie, une question qui revient souvent sur le zonage dans le PLU des espaces à renaturer.
Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ou pas? Oui, donc on a inscrit la possibilité pour les PLU de prévoir des OAP. Ça passe par les orientations d'aménagement et de programmation. Au même titre qu'on a des orientations d'aménagement et de programmation qui prévoient les actions et les mesures pour maintenir les continuités écologiques, on pourra avoir des OAP spécifiques sur les zones à renaturer. Et il y avait par exemple, alors si je prends l'application immédiate de la loi sur la problématique des OAP, par exemple, les OAP biodiversité, ça ce serait, si mon PLU n'est pas arrêté, c'est une obligation que j'ai d'intégrer maintenant une OAP biodive. Et la question était, j'ai vu passer la question, est-ce que la biodiversité fait donc l'objet d'une obligation d'avoir une OAP spécifique sur la continuité écologique, ou est-ce une obligation d'aborder le sujet, j'ai vu la question ainsi formulée, d'aborder le sujet biodiversité dans l'ensemble des OAP sectorielles que l'on peut avoir sur le territoire? Ah non, non, c'est une OAP spécifique. Voilà, c'est-à-dire c'est la matérialisation en gros de la trame verte et bleue à l'échelle du territoire. Comme cela comme on a pu voir les schémas de cohérence écologique par le passé, qui ont été repris aujourd'hui dans les SRADET, je pense. Voilà, l'idée, comme c'est fait d'ailleurs dans le cadre des SCOT, je pense qu'il y a cette matérialisation dans pas mal de codes de la trame verte et bleue. Donc c'est une déclinaison de... une déclinaison de ce que le SCOT a prévu en matière de trame verte et bleue dans le PLU. Voilà. Donc c'est bien. En l'occurrence... Pardon, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est déjà de toute façon assez généralisé, presque la notion d'OAP biodiversité dans les documents, on les retrouve assez fréquemment. Donc là, c'est une obligation pour tous d'application immédiate. Alors moi, je suis un petit peu gêné parce que je vois qu'il est déjà 15 heures. Ça s'est fait de manière un petit peu, on voit que le sujet est extrêmement dense. Je vais vous laisser conclure. Je me permets juste 3 mots pour, on va tendre vers la fin. On voulait qu'il y ait beaucoup plus de temps d'échange, mais c'est ainsi. Le sujet est vraiment très copieux. Alors, il faut bien distinguer, de mon point de vue, 2 sujets sur cette application du ZAN dans les planifications. Il y a un sujet d'ordre technique, et on voit qu'il y a beaucoup de technicité sur les coefficients, sur l'évolution des zonages, etc., etc. Moi, je pense qu'on va se mettre comme objectif que dès que les décrets sont sortis, on rentre et on arrive à réfléchir et aller beaucoup plus loin dans le détail. Donc, il y a l'aspect technique, et puis je rebondis un petit peu sur le sujet qu'ouvrait Stella Gass. De mon point de vue, c'est aussi énormément et avant tout un sujet d'ordre politico-stratégique et même plus encore un sujet de posture de société sur tout ça. Donc, même si on est, on va dire, sans documents en cours en ce moment, voilà. Même si on est préoccupé par les aspects techniques de la traduction du ZAN dans les documents d'Urba, je pense qu'il est de la responsabilité de tous d'engager un peu localement tous les débats sur cette sobriété foncière pour qu'elle soit comprise, acceptée et que ça ne se crispe pas uniquement au moment où l'on va compter l'artificialisation. Voilà, je pense qu'il y a un enjeu pour les élus d'arriver à placer ce sujet dans les territoires de manière la plus sereine possible, en évitant que la technicité, c'est-à-dire la traduction dans les documents d'urbanisme, vienne obérer le nécessaire débat. Voilà. Je vous laisse aller vers vos mots de la fin. Allez, Émilie, c'est là, concluez, puis après c'est Clémence qui va nous fermer notre affaire. Voilà, parce que désolé, mais il est l'heure. Ouais, si on veut rassurer un petit peu les troupes, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font sur les territoires déjà dans ce sens-là. On voit bien, au travers notamment du club PLUI qu'on anime avec vous, avec là, on a énormément d'exemples. Alors, ce n'est pas forcément l'entrée artificialisation des sols, c'est peut-être une autre entrée. On a des entrées climat, des entrées urbanistes favorables à la santé. On va avoir un club, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit peu de pub, un club PLUI sur les risques liés au ruissellement urbain et à la gestion des eaux pluviales le 1er décembre. Vous avez dû recevoir une invitation, premier save the date, qui va justement traiter du sujet des imperméabilisations, solutions fondées sur la nature. Donc on voit bien qu'il y a énormément de retours d'expérience, de bonnes pratiques, que la marche à monter, elle n'est peut-être pas si énorme que ça, que finalement
ceux qui ont déjà l'expérience peuvent aussi entraîner un petit peu les autres. Donc, si ça peut rassurer ce message de conclusion pour dire, voilà, il faut mettre en musique tout ce qu'on a déjà. Il y a une succession de dispositions législatives depuis la loi Allure. Hein. C'est vrai que voilà, on a une succession, tout le monde n'a pas forcément eu le temps de complètement intégrer tout. Donc, je pense que là, on fait un paquet global. On a fait d'ailleurs une étude sur l'évaluation de la réforme du PLU récemment, qu'il faudra qu'on puisse aussi déployer au niveau du club PLUI, qui est très intéressante. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà en termes d'OAP, en termes voilà, d'utilisation d'outils du règlement du PLU pour lutter contre, enfin, pour la densification des zones urbaines, pour la réhabilitation des bâtis, lutter contre l'imperméabilisation des sols, etc. Mais voilà, j'espère donner un petit message d'espoir et de dire aussi que les collègues des services déconcentrés voilà, vont mettre tout en œuvre pour essayer de vous accompagner, même si voilà, peut-être dans certaines régions, les moyens ne sont peut-être pas complètement là, mais en tout cas, je pense qu'ils sont très investis pour essayer de vous accompagner au mieux sur cet objectif. Désolé, il faut qu'on conclue avant que Clémence nous ferme notre session. Un dernier mot, en 2 minutes. Il y a beaucoup de questions techniques. Il faut effectivement garder la vision stratégique et politique de ce sujet. Mais pour permettre à nos collègues d'avancer en territoire, je pense qu'il faudrait qu'on organise effectivement des sessions très techniques pour répondre de manière très concrète à leurs préoccupations du quotidien pour qu'on puisse justement passer à l'action derrière. Donc, je proposerais assez que collectivement, on organise ces réunions techniques. Merci. Merci aux intervenants pour leur présentation, mais aussi aux participants pour les nombreuses questions qui, à l'aune de la fin de ce cycle de webinaires, puisque nous sommes au 5e sur le 6e, on allait réfléchir à la suite, mais la suite est toute trouvée, ce sera la réponse aux nombreuses questions que vous vous posez. Et là, on prendra le temps de se concentrer sur des points plus précis, puisque je vous rappelle que l'objectif de cette série de webinaires était une mise en bouche. Et donc, bien sûr, il allait y avoir des suites, et ces suites, elles vont arriver en 2000. Je ne pense pas que ça sera en 2021, parce que le temps est encore assez court, puisque notre dernier webinaire a lieu le 3 décembre. Mais dès 2022, nous reviendrons avec un ensemble d'actions, que ce soit des webinaires, des documents divers, pour vous accompagner au mieux et répondre à vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas, si je puis dire. Et on se retrouve le 3 décembre pour évoquer un autre sujet en lien, qui seront les formes urbaines. À très bientôt. Au revoir. Vous avez tous entendu le message. Vous avez tous entendu le message. On ne s'inquiète pas. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Émilie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. À bientôt.